Les garçons et les filles, posez ce rouleau de PETG, car dans cette vidéo, nous allons tester 17 filaments spéciaux fonctionnels pour imprimante 3D afin d'améliorer votre prochain projet. Je vais vous dire à quoi ils servent, pourquoi ils sont spéciaux et comment ils s'impriment, afin que vous puissiez décider s'ils valent votre argent ou non. Et restez jusqu'à la fin, car je garde pour la fin des marques et types de filaments vraiment passionnants que je n'ai encore jamais testés. Allons-y. Au cours des dernières années, les filaments flexibles sont passés d'une nouveauté à usage limité à une large gamme de filaments spécialisés pour de nombreuses applications concrètes. Commençons par des filaments flexibles adaptés à des usages précis pour améliorer votre projet. Tout d'abord, le filament qui a en fait inspiré toute l'idée de cette vidéo, la série Grip du fabricant polonais de filaments Noctuo. Avez-vous déjà eu un projet ou une application où vous aviez besoin d'adhérence ou de traction? Peut-être avez-vous essayé les TPU standards et même les PIBA pour finalement constater qu'ils étaient aussi glissants qu'un politicien. Beaucoup de ces nouveaux TPU à air ou moussants que j'ai présentés dans la dernière vidéo de la série sont meilleurs à cet égard. Mais je ne leur ferai toujours pas confiance dans une application où l'adhérence est impérative. Voici Grip, un filament flexible spécialement conçu pour, l'adhérence. À ma connaissance, c'est l'un des seuls filaments FDM disponibles dans le commerce à présenter cette propriété unique. Mais comment s'imprime-t-il réellement? Après tout, s'il est aussi adhérent, va-t-il vraiment glisser à travers les tubes PTFE, les engrenages de l'extrudeur ou les zones de rupture thermique? Pour être honnête, imprimer ce matériau a été étonnamment facile. J'ai contourné le tube PTFE sur la Prusa XL, mais j'ai pu l'imprimer sans aucun problème sur la Core 1 sans même utiliser le contournement du capteur de filament. Cependant, il a fait quelque chose que je n'avais jamais vu avec un filament flexible auparavant. Il s'est détaché de la surface de construction en PEI sur deux imprimantes différentes. Mais en passant à une surface de construction satinée propre, ce problème a été éliminé. Et à partir de là, il s'est simplement imprimé comme du TPU normal. Première impression, le matériau est plus ductile et souple que ce à quoi je m'attendais. Et comme il est mat, on voit clairement que ce n'est pas du TPU normal. Cela dit, ce n'était pas aussi adhérent que je m'y attendais. J'ai donc décidé de le tester en modélisant cette gaine antidérapante pour mes supports de bobines de filament, puis en la faisant glisser à l'aide d'un dynamomètre. Et les résultats étaient mitigés. Lors de mes premiers tests, il a surpassé le TPU 95A classique, mais il a en fait eu de moins bons résultats que certains PIBA 80A, et aucun d'entre eux n'a même approché le tissu antidérapant acheté en magasin. Mais lorsque j'ai ajouté plus de poids, l'adhérence a effectivement surpassé celle du PIBA. Je dois encore tester davantage ce sujet. Cependant, selon mes premiers résultats, il semble que, alors que l'adhérence surpasse facilement le TPU 95A standard, auquel nous sommes tous habitués, ses performances vont dépendre de la surface contre laquelle elle est mesurée et de la pression qui lui est appliquée. Des tests détaillés pour un filament dépassent le cadre de cette vidéo, mais laissez un commentaire si vous souhaitez que j'en parle dans une prochaine vidéo. Ensuite, nous allons jeter un œil à la série Romer de TPU de Soraya Tech, conçue spécialement pour l'impression 3D de chaussures. Mais j'ai déjà parlé d'un filament spécial pour l'impression de chaussures, comme le BQ Morflex, ainsi que du TPU et du PIBA Air de Soraya Tech dans le dernier épisode de la série. Alors, en quoi ce Romer est-il différent? Eh bien, selon Soraya Tech, ils ont développé la série Romer pour trouver un juste milieu entre performance et confort. Alors, imaginez plus de rebond qu'une semelle TPU-R, sans pour autant avoir l'impression de marcher sur un trampoline comme avec PIBA ou PIBA-R. Et, espérons-le, moins d'irritation et de frottement sur la peau également. Elle est aussi disponible dans différentes duretés, notamment 80 et 425A. Pour tester celle-ci, j'ai imprimé en 3D une nouvelle version large de mon modèle de chaussures 3D préféré, la Waveform d'Alessio et Stepan. Dès le début, j'ai constaté que l'impression était trop rapide et que l'extrusion était insuffisante avec les paramètres recommandés. Sans doute car je n'avais pas assez ralenti mes profils. C'est quelque chose qui reviendra plusieurs fois au cours de cette vidéo. Il semble vraiment que ces filaments expansés n'ont pas seulement besoin d'espace pour mousser, mais aussi de beaucoup de temps, ce qui signifie qu'il faut imprimer très lentement. J'ai donc augmenté l'extrusion jusqu'à 115% et ralenti la vitesse d'impression à 50%, et cela a donné un résultat satisfaisant. Mais malheureusement, comme vous pouvez le voir, l'arrière de la chaussure s'est déchiré la deuxième fois que j'ai essayé de l'enfiler. Mais en fait, cela m'est déjà arrivé plusieurs fois
en imprimant ce modèle particulier avec autre chose que du TPU classique. En ce qui concerne le matériau lui-même, je l'aime définitivement plus que le Morflex que j'ai utilisé dans une vidéo précédente. Il a une sensation plus mousseuse et moins caoutchouteuse, mais le contact avec la peau, du moins sur ce genre de modèle uniquement en remplissage, n'est toujours pas assez agréable pour être porté sans chaussettes. Mais surtout, personnellement, je n'aime pas à quel point elles sont molles avec une semelle aussi épaisse. Vous pourriez aimer, mais en tant qu'adepte de la marche pieds nus, je vais tenter d'imprimer une chaussure plus minimaliste et voir comment elle tient avec ce filament. Au fait, pour chacun de ces filaments, nous allons mettre des liens dans la description, dont certains soutiennent la chaîne si vous décidez de les acheter. Et nous vous remercions vraiment d'utiliser nos liens. Cela nous aide à faire des vidéos comme celle-ci. Très bien, pour nos 3 prochaines catégories, passons aux éléments et divisons-les en terre, air et feu, en commençant par la terre. Vous savez peut-être que même si le PLA est fabriqué à partir de matériaux naturels comme la canne à sucre ou le maïs, malheureusement, il ne se décompose pas dans le sol ni dans les composteurs domestiques. Alors, que faire si vous avez besoin d'imprimer en 3D quelque chose qui se décomposera dans n'importe quel biotope sans laisser de microplastique ? Vous voyez comme une structure en treillis pour soutenir des plantes ou la vie aquatique ou quelque chose dans ce genre. Eh bien, dans ce cas, ce qu'il vous faut, c'est le filament Alpha PHA de Colorfab, fabriqué à partir de polyhydroxyalcanoate. Il est 100% biosourcé et 100% biodégradable, ce qui permet aux bactéries de s'en nourrir et de le décomposer par fermentation. Bien sûr, la vitesse de décomposition va dépendre de l'environnement, mais vous pouvez contrôler ce taux de décomposition en variant le nombre de périmètres dans votre impression, ce qui est vraiment génial. Mais est-ce aussi adapté à nos imprimantes 3D qu'il l'est pour l'environnement ? Pour tester cela, j'ai essayé d'imprimer différents accessoires pour plantes, y compris des treillis et des piquets de support. Colorfab note sur leur site web que l'adhérence au plateau peut poser problème, et ils recommandent une plaque froide ainsi que du 3D laqué. Avec cette combinaison, j'ai eu les meilleurs résultats, mais l'impression s'est tout de même lentement décollée du plateau. Comme vous le voyez, les pièces plus longues et plus hautes ont finalement échoué. Maintenant, si je devais essayer d'imprimer ça à nouveau, je voudrais probablement d'abord expérimenter avec tous les différents types de Najigu pour voir lequel adhère le mieux. Pour l'impression, j'ai dû désactiver la rétractation automatique sur les Prusa, car la texture souple de ce matériau causait un bourrage dès le chargement. Mais à part ça, honnêtement, ça s'est imprimé comme du PLA normal, si le PLA n'adhérait pas à votre plateau d'impression. Une chose étrange à noter cependant, c'est que ce matériau pue vraiment pendant l'impression. Ça sent un peu comme des vieux Cheetos qui ont tourné. Mon verdict, comme pour beaucoup de filaments de cette liste, je n'utiliserai probablement celui-ci que pour un besoin très spécifique. En tant qu'amoureux de la nature, je suis vraiment content que ça existe. Et ça me rend vraiment heureux de penser à des biologistes marins ou des agronomes utilisant l'impression 3D pour restaurer des habitats naturels. Donc c'est un excellent filament pour tout ce qui concerne la Terre. Mais que faire si vous voulez voler avec le vent ? Dans ce cas, regardez ces filaments spécialisés pour le vol en haute altitude. Tout d'abord, nous avons le LW-PLA ou PLA léger qui est disponible chez des marques comme Polymocker, Colorfab et Eason. Maintenant, l'idée ici est en fait très simple. Vous prenez les mêmes types d'agents moussants utilisés dans des matériaux comme le TPUR et vous les ajoutez à du PLA classique. Pourquoi feriez-vous cela ? Parce qu'en faisant cela, vous remplacez entre 30 et 65% du matériau par des bulles d'air. Et donc, vous réduisez le poids en conséquence. Cela rend le PLA LW parfait pour les planeurs et toutes sortes d'applications aériennes. Mais il existe en fait de nombreuses applications où vous avez besoin que le poids soit aussi minimal que possible. Des composants de capteurs, des armures de cosplay ou des boîtiers pour l'équipement de randonnée, mais ces gains de poids ont un coût. Et ça m'a laissé me demander si les pièces obtenues à partir de ce matériau sont encore assez solides pour les composants structurels de choses comme les drones ou les avions radiocommandés. Pour tester ce filament, j'ai créé mon propre profil rapide et basique en me basant sur la fourchette haute des recommandations de Colorfab. Pour obtenir des résultats optimaux, il me faudrait clairement faire un vrai calibrage et des réglages précis. Mais pour des raisons évidentes, je n'ai pas assez de temps cette semaine. Dans tous les cas, pour ce filament en particulier, j'ai préparé un plateau complet avec des pièces permettant à la fois des comparaisons qualitatives et quantitatives.
Alors ici, encore une fois, il semble vraiment nécessaire de laisser suffisamment de temps aux matériaux pour mousser et sortir de la buse. Car je me suis vite rendu compte que je devais encore ralentir, je crois, jusqu'à environ 50% TI. Et j'ai quand même eu pas mal de fils, mais comme je l'ai dit, je suis sûr que c'est quelque chose que je pourrais régler si j'avais le temps de calibrer correctement mes profils. Mais les résultats sont tout de même assez intéressants. On sait que l'impression va être très légère, mais on est quand même très surpris quand on la prend en main. En fait, comme vous allez le voir dans un instant avec l'AESA, les échantillons de résistance à la traction sont tellement légers que j'ai dû utiliser une balance plus précise, rien que pour les peser. Si vous vous demandez quelle sensation ça donne en vrai, ça me fait vraiment penser à du polystyrène ou à du bois de balsa, ce qui est logique. Pour mes tests, ceux-ci sont effectivement environ 40% plus légers. Mais comme vous pouvez le voir sur le graphique, ils sont aussi nettement moins résistants. Donc tout ça c'est très bien, mais il y a un gros problème, le PLA est notoirement sensible à la chaleur. Il suffit de le laisser au soleil pour qu'il se déforme, et vous pouvez imaginer ce qu'un moteur de drone chaud pourrait lui faire. C'est vraiment une situation à la Icar. Voici venir l'AESA léger, disponible auprès de 2 entreprises européennes qui sont en fait nouvelles sur la chaîne, Colorfab et Spectrum Filament. L'AESA léger utilise la même technologie de moussage pour laquelle Colorfab est désormais bien connue, et l'applique à un thermoplastique technique de qualité supérieure. Le résultat? Une réduction de poids de 60%, tout en maintenant une haute résistance aux UV et la capacité de supporter jusqu'à 96 degrés Celsius. Là encore, j'ai dû ralentir considérablement les profils. Et comme avec le PLA léger, j'ai quand même eu énormément de fils sur ces profils non réglés. Comme vous le voyez, l'économie de poids reste conforme à l'annonce, mais la solidité en souffre encore. Mais que faire si vous visez encore plus loin que ça, comme au-delà de l'atmosphère terrestre? On parle de satellites faits maison, similaires à celui lancé par le youtubeur Marc Robert. Pour cela, il vous faudra un matériau de qualité spatiale. Heureusement, les gens de Prague ont ce qu'il vous faut avec leur matériau PC de qualité spatiale. Alors, qu'est-ce qui le rend de qualité spatiale, vous demandez-vous? Eh bien, pour commencer, il est protégé contre les décharges électrostatiques. Aucun court-circuit ne viendra rendre votre charge utile inutilisable à l'arrivée. De plus, il présente un dégazage particulièrement faible, même dans le vide spatial, ce qui, apparemment, n'est normalement possible qu'avec des polymères bien plus coûteux, comme le PEC et le PIC. Ajoutez à cela la résistance habituelle aux hautes températures du PCCF, ce dont il s'agit ici, et vous obtenez un matériau à la fois abordable et capable de supporter les rudes aléas du voyage spatial. N'oubliez juste pas votre serviette. Maintenant que nous avons parlé de la Terre et du vent, passons au feu avec quelques filaments conçus pour interagir avec le feu de différentes manières intéressantes. Tout d'abord, nous avons cet ABS V0 Inifuge de Noctuo. Pour être clair, les filaments Inifuge ne sont pas nouveaux, et j'ai même déjà présenté dans cette série certains polymères exotiques, comme le PPS, qui sont naturellement Inifuge. Mais c'est la première fois que je teste un plastique courant comme l'ABS qui a été modifié pour être extrêmement inifuge. En fait, il est ici même certifié UL94 V0, je suppose. L'idée ici est de vous permettre de remplacer votre flux de travail et vos conceptions basées sur l'ABS par de l'ABS V0 plutôt que par un autre polymère, ayant des taux de retrait, des protocoles de manipulation ou des propriétés mécaniques différents. Donc, j'étais très heureux de voir que ce matériau s'imprime absolument parfaitement avec des profils ABS classiques. Une chose intéressante cependant, c'est que son odeur est complètement différente de celle de l'ABS. Donc, aucune des vapeurs de styrène typiques auxquelles vous pourriez être habitué. Et ça ressemble beaucoup plus à l'odeur d'une clinique de santé, d'un cabinet dentaire ou quelque chose comme ça. Donc, ici j'ai exactement la même pièce imprimée en ABS haute température de Soraya Tech et en ABS V0 de Noctuo. Et bien sûr, un extracteur de fumée très puissant est à disposition. Alors, allons-y et voyons comment ces 2 filaments différents brûlent. Bébé brûle. Évidemment, les retardateurs de flamme sont un autre de ces cas d'utilisation très spécifiques, mais si cette démonstration a prouvé quelque chose, c'est que vous ne devriez vraiment pas prendre de risques avec des matériaux standards dans toute application où il y a un risque de flamme.
Et avec de plus en plus d'entre nous qui expérimentent des matériaux haute température et des chauffages de chambre pour tout, dévorons aux machines Bamboo Lab, c'est rassurant de savoir que nous avons un remplaçant direct pour l'ABS sur lequel beaucoup de nos projets sont déjà basés. Donc c'est super si vous ne voulez pas que vos impressions brûlent, mais parfois vous voulez en fait exactement l'inverse, un polymère qui brûle aussi proprement et facilement que possible. Il s'agit ici de la technique de moulage à la cire perdue pour les pièces métalliques. Voici le Polycast de Polymaker, un filament conçu non seulement pour bien fondre, mais aussi pour se consumer proprement une fois que vous en avez fini avec lui. Cela vous permet à son tour de créer des pièces métalliques, moulées complexes et solides, beaucoup plus rapidement et à moindre coût que les méthodes traditionnelles, et pour une fraction du prix. Malheureusement, je n'ai pas de creuset ici dans le studio pour le tester et faire une démonstration avec ce filament. Je ne me fais vraiment pas confiance avec ce genre de choses, vu ma relation plutôt optimiste avec les protocoles de sécurité. Mais si vous êtes intéressé à me voir expérimenter la fonte à partir d'impressions 3D, laissez un commentaire ci-dessous et peut-être que j'achèterai du matériel pour essayer de faire une vidéo où j'expérimente avec ça. Peut-être. Donc, à ce stade de la vidéo, vous vous dites peut-être « Jonathan, du PC fibre de carbone et de l'ABS avec toutes sortes de fumées, je n'ai tout simplement pas une imprimante assez robuste et performante pour gérer ce genre de filament. » Mais si c'est le cas, alors je vous recommande vivement de jeter un œil aux imprimantes 3D du sponsor de cette vidéo, Prusa Research. Elles sont conçues pour être robustes et durer toute une vie avec des kits de mise à niveau qui vous permettent de passer au dernier modèle. Et elles sont infiniment évolutives parce qu'elles sont open source et aussi parce que Prusa propose des mises à niveau abordables et de haute qualité, comme des filtres à air, des buses renforcées, la très attendue mise à niveau de buse à 450 degrés Celsius et même la mise à niveau de l'index. Vous pouvez imprimer jusqu'à 8 couleurs sans gaspillage. Pour découvrir Prusa Research, cliquez sur le lien en description. Merci Prusa. Revenons à la vidéo. Comment descendre ? En ce qui concerne l'impression 3D, la résistance est tout sauf futile. En fait, nous avons à notre disposition une large gamme de filaments conçus pour résister à toutes sortes de choses, des produits chimiques aux radiations, selon vos besoins. Tout d'abord, un tout nouveau type de filament pour la chaîne, le PEHD ou polyéthylène haute densité. Jusqu'à présent, le PEHD était considéré comme extrêmement difficile à imprimer en 3D. Mais selon le fabricant de ce filament, Spectrum Filament, ils font partie des premiers à créer une version innovante du PEHD avec peu de déformations que l'on peut réellement imprimer. Je vais en juger dans un instant. Mais d'abord, pourquoi s'embêter? Avec autant de bons filaments disponibles, pourquoi avons-nous besoin d'un autre thermoplastique? Eh bien, si vous regardez autour de vous dans votre vie quotidienne, vous réaliserez très vite que le polyéthylène est l'un des poids lourds parmi les thermoplastiques. Et il y a une raison pour laquelle il est utilisé pour une si grande variété de choses. Tout d'abord, et peut-être surtout, il possède une résistance exceptionnelle, parmi les meilleures de sa catégorie, aux acides, aux bases, aux huiles et même aux solvants, ce qui explique pourquoi les bouteilles d'acétone, d'eau de javel, d'alcool, etc., dans votre placard vous sont fabriquées à partir de ce matériau. Quel type de plastique, mec? Le polyéthylène. Mais au-delà de ça, le PEHD possède aussi une résistance exceptionnelle à l'usure et à la fissuration, une faible absorption d'humidité et même une grande résistance à la chaleur. Il est même stable aux UV et ininflammable. Ce truc, c'est comme le cafard des thermoplastiques. Presque rien ne peut l'abîmer. Pourtant, en retirant du plateau d'impression, j'ai été surpris par la difficulté à enlever la bordure. Ce matériau est solide et il est en fait beaucoup plus rigide que ce à quoi je m'attendais, mais j'imagine que c'est la différence entre le PEHD et le polyéthylène basse densité auquel on est tellement habitué dans notre vie quotidienne. Comme promis par Spectrum Filament, je n'ai eu absolument aucun problème à l'imprimer, même si j'ai un peu triché en utilisant la plaque en PP de Prusa pour améliorer l'adhérence au plateau. Pour être honnête, je ne savais pas trop quoi imprimer avec ce matériau. Alors j'ai simplement imprimé cette bouteille Gridfinity que je peux utiliser pour mettre de l'acétone ou de l'alcool à friction. J'aimerais vraiment savoir dans les commentaires ce que vous imprimeriez avec ce matériau, car j'ai envie d'expérimenter davantage avec. Similaire au PEHD, il y a le polypropylène ou PP. Et non, désolé, je ne vais pas faire de blagues sur le PP. Mais si le PEHD est le cafard des thermoplastiques, alors le PP ressemble plutôt à un axolotl ou à un autre cousin glissant et résistant aux produits chimiques qui refusent tout simplement de mourir. Ce matériau est vraiment costaud. Comme le PEHD, il résiste à une gamme incroyable d'acides ainsi qu'aux bases. Il absorbe à peine l'humidité
Et en plus de tout cela, il a une excellente résistance à la fatigue. Cela signifie que les pièces que vous pliez cassées et maltraitées encore et encore sont exactement là où le PP commence à vraiment avoir du sens. Alors pourquoi avons-nous presque tous utilisé des polymères comme le TPU ou même le nylon dans ce genre d'application? Eh bien parce que le PP a deux traits de caractère qui en font un vrai cauchemar. D'abord, il adore se déformer. Et ensuite, il déteste absolument adhérer à la plupart des surfaces d'impression. Le polypropylène est réputé difficile à faire adhérer, si bien que jusqu'à récemment, on recouvrait le plateau d'impression avec du ruban d'emballage en polypropylène. Ce n'était pas très élégant, mais c'est terminé. Le PP est devenu beaucoup plus accessible récemment. D'abord, ce sponsor de la vidéo, Prusa, vend en fait des plateaux d'impression en polypropylène, ce qui rend les choses beaucoup plus faciles. Et si vous n'avez pas de plateau en PP, il existe maintenant des adhésifs spécialisés comme Magigou PP, qui fonctionnent sur une large gamme de surfaces en offrant au PP quelque chose auquel il veut vraiment adhérer. Donc pour ce test, j'ai imprimé un entonnoir, une autre bouteille Gridfinity pour quelques solvants, ainsi qu'un échantillon de charnière souple pour m'aider à démontrer la légendaire capacité du PP à résister aux mauvais traitements. J'ai aussi essayé d'imprimer quelques bouteilles en mode vase, mais je n'ai pas eu beaucoup de succès à cause des performances que sur les porte-à-faux. Je dois dire que le polypropylène était très différent de ce à quoi je m'attendais d'après les descriptions que j'avais lues. Les pièces épaisses sont incroyablement rigides, mais les pièces fines sont extrêmement flexibles, mais pas de façon élastique comme le TPU. Je n'ai vraiment jamais imprimé quelque chose qui soit aussi équilibré entre rigidité et flexibilité. Ce matériau est vraiment génial. Encore une fois, j'aimerais recevoir vos suggestions sur ce que je devrais imprimer. Avec ça ensuite. Donc vous êtes couverts en ce qui concerne les acides, les bases et les solvants. Mais qu'en est-il des radiations? Bien sûr, vos plastiques haut de gamme exotiques, comme le PEI et le PIC, peuvent résister assez bien à des choses comme les radiations ionisantes et les rayons X, mais ils ne vont pas vous en protéger. À la place pour ça, il vous faudra un métal lourd. Et j'ai beau chercher, je n'ai trouvé aucun filament contenant du plomb. Je me demande bien pourquoi. Donc, à la place, la référence pour ce genre d'application, c'est le tungstène. Et heureusement, Prusa fabrique son propre Prusament PETG tungstène. Conçu pour être utilisé dans des environnements de laboratoire et médicaux nécessitant une protection fonctionnelle contre les radiations, il a l'avantage d'être hypoallergénique et non toxique. Malheureusement, la poudre de tungstène n'est pas bon marché et donc ce filament ne l'est pas non plus. Honnêtement, j'étais trop timide pour demander un échantillon de ce matériau lors de ma récente visite du siège de Prusa. Donc à la place, vous aurez droit à un Benchy. Et vous feriez mieux d'apprécier parce que la façon dont ce truc s'est illuminé sur la machine à rayon X à l'aéroport de Prague m'a amené aussi près que jamais d'une fouille au corps complète. Très bien, on a évoqué la résistance chimique et aux radiations, mais qu'en est-il de la chaleur et des mauvais traitements? Oui, nous avons déjà parlé de filaments capables de résister à des températures extrêmement élevées, comme le PPA-CF. Mais ces matériaux peuvent être coûteux, abrasifs et très difficiles à imprimer sur des imprimantes 3D grand public. C'est pour cette raison que Polymaker a développé son polyamide CoPA, un copolymère de nylon 6 et de nylon 6,6 qui combine une grande résistance à la traction, une résistance à la chaleur jusqu'à 180 degrés Celsius et l'extrême robustesse pour laquelle le nylon était réputé. Et le meilleur dans tout ça, c'est que c'est le seul nylon que j'ai jamais rencontré qui peut être imprimé sur une imprimante ouverte, ce qui le rend beaucoup plus accessible à un plus grand nombre de personnes. Ce matériau est donc idéal pour toute application qui sera soumise à des impacts répétés, à des contraintes mécaniques ou à une chaleur soutenue. Pour mettre à l'épreuve l'imprimabilité de ce filament, j'ai choisi des modèles qui devraient être vraiment difficiles à imprimer avec un filament sujet au gauchissement et aux problèmes d'adhérence, même dans une imprimante fermée. Mon objectif principal était de vérifier si ce filament pouvait réellement être imprimé sur une imprimante ouverte. J'ai donc choisi de l'imprimer sur ma Prusa XL. Mais juste pour donner une chance au filament, je l'ai placé dans une boîte sèche, j'ai changé pour la plaque en nylon de Prusa et je suis simplement parti. À ma grande surprise, l'impression s'est terminée sans le moindre problème. En fait, j'ai même dû décoller les pièces de la plaque de construction. Je ne sais pas si le mérite revient au filament ou à la plaque dédiée, mais c'est vraiment impressionnant. J'ai donc décidé de tenter ma chance et j'ai essayé d'imprimer un guide de tube PTFE très haut et détaillé pour un projet d'imprimante haute température sur lequel je travaille. L'impression s'est bien passée malgré un peu de filament résiduel. Les pièces finies m'ont encore surpris. Quand je pense au nylon, j'imagine ce genre de filament glissant, autolubrifiant,
qui absorbe les chocs. Mais ce matériau est incroyablement rigide. On dirait presque du polycarbonate. Maintenant, c'est peut-être parce que j'ai imprimé avec beaucoup de périmètre, ou alors c'est la chimie qui le rend plus facile à imprimer qui le modifie. Mais dans tous les cas, je suis vraiment impressionné par les résultats. Et c'est un filament que je vais certainement utiliser beaucoup plus souvent dans le studio. Mais si vous avez besoin de la résistance au choc la plus extrême, il n'y a tout simplement rien de comparable au TPU. Son adhérence supérieure entre les couches et sa capacité à absorber les chocs sont légendaires parmi les thermopolymères. Mais il est aussi un peu flexible. Et c'est pourquoi Soraya Tech a récemment ajouté des fibres de verre à son TPU dans leur FiberArt TPU GF, ajoutant de la rigidité et de la dureté au mélange. Le résultat est un filament qui frôle véritablement l'indestructibilité et que certains disent prêt à révolutionner le domaine des robots de combat. Je suis sûr que ce matériau a de nombreuses applications intéressantes. Mais comment s'imprime-t-il ? Eh bien, pour tester celui-ci, je voulais imprimer quelque chose qui doit vraiment être indestructible. J'ai imprimé des pièces de rechange pour le Death Racer construit avec mon fils, car il le fait souvent s'écraser et casse les pièces en hasard. Les pièces se sont imprimées magnifiquement dans l'ensemble. Et sans surprise, j'adore vraiment cette finition mat texturée. Mais il y a une chose qui m'a vraiment surpris. Vous voyez, même avec les fibres de verre, ce matériau est en fait très flexible, surtout là où la pièce est fine. Alors, ne vous méprenez pas, les parties plus épaisses sont clairement beaucoup plus rigides que le TPU normal. Comme vous le voyez, ces parties fines étaient si flexibles qu'elles ont bougé sous la tête d'impression, causant des décalages locaux de couches. Ainsi, vous devrez prendre en compte ce niveau de flexibilité lors de la conception, en réfléchissant à l'épaisseur des périmètres et lors du tranchage. Mais avant de les donner à mon fils pour des tests en conditions réelles sur son Death Racer, voici quelques tests de durabilité gratuits pour vous tous. Et maintenant, parlons des figurants, des filaments qui ont été créés pour soutenir les vedettes du spectacle. Tout d'abord, nous avons ces matériaux de support courant pour le PLA. D'abord popularisés par Bambu Lab, ils sont maintenant disponibles chez d'autres entreprises, notamment Snapmaker et Polymaker. L'idée, c'est que ces supports, ils sont faciles à retirer du PLA. Personnellement, je n'aime pas vraiment ce genre de matériau. Il a tendance à se défaire et l'adhérence entre les couches est mauvaise, ce qui le rend très difficile à retirer des pièces. Honnêtement, il vaut mieux utiliser du PETG pour la plupart des impressions si vous voulez un matériau de support séparé. Maintenant, je dis la plupart des types d'impressions parce qu'il y a certaines situations où vous pourriez avoir besoin de quelque chose d'un peu plus spécifique. Cela peut être une géométrie extrêmement complexe, des espaces restreints difficiles d'accès ou la nécessité de placer des supports à des endroits où vous ne pouvez tout simplement pas accepter de marques ou d'artefacts. Dans des situations comme celle-ci, votre meilleure option sera le PVA. Oui, le PVA, aussi appelé alcool polyvinylique, c'est la même chose que ce que l'on trouve dans un bâton de colle classique. Attention, il ne faut pas confondre cela avec l'autre PVA, l'acétate de polyvinyle, qui est de façon très déroutante et ce dont est faite la colle à bois. L'un aide les menuisiers à cacher leur honte, l'autre se dissout dans l'eau. C'est utile parce que cela nous permet de soutenir nos impressions 3D les plus complexes, comme nous le souhaitons, puis de laisser l'eau, qui est réputée pour s'infiltrer dans les moindres recoins, retirer ses supports pour nous après coup. Alors, pourquoi ne pas utiliser ce matériau pour tout ? Eh bien d'abord, il est étrange. Parce qu'il réagit à l'eau, il est extrêmement sensible à l'humidité et au filage pendant l'impression. De plus, d'après mon expérience, il est assez collant, du moins dans mon environnement humide, ce qui signifie qu'il ne soutiendra pas parfaitement vos objets, comme le ferait un matériau de support rigide. C'est aussi plus cher que de simplement utiliser le même matériau pour les supports, si c'est possible. Et pour finir, je trouve ça vraiment dégoûtant. Mais bon, si vous en avez besoin, vous en avez besoin, et j'ai vu des gens faire des choses vraiment géniales qui ne seraient tout simplement pas possibles sans PVA. Ensuite, nous avons le Polysupport PA, qui, comme son nom l'indique, est un filament de support spécialisé pour le polyamide ou les nylons, principalement le nylon 12. Mais je sais que vous vous demandez pourquoi le nylon a son propre matériau de support, alors que d'autres matériaux comme l'ABS ou le PETG n'en ont pas. Pour résumer, le nylon est capricieux. Il nécessite une température élevée, souvent une chambre chauffée, et se déforme facilement. Donc vous courez le risque soit de coller l'impression au support si l'adhérence est trop forte, soit, si elle ne l'est pas assez, que l'impression se déforme et se détache des supports. Quand vous imprimez de grandes pièces fonctionnelles en nylon,
à fibre de carbone coûteux, vous ne voulez surtout pas gâcher l'impression juste à cause d'une adhésion imparfaite des supports. De plus, même si le polysupport PA n'est pas donné à 39,99 € pour un demi-kilo, il reste environ 40% moins cher que d'imprimer vos supports en PA12CF, donc c'est appréciable. Et maintenant, nous sommes arrivés au niveau supérieur, avec les filaments originaux, fonctionnels et spécialisés qui ne respectent pas vos règles et ne rentrent dans aucune de mes autres catégories. Tout d'abord, nous avons l'ABS Kevlar, comme cette bobine de Spectrum filament. C'est comme de l'ABS fibre de carbone, mais avec du Kevlar, parce que le Kevlar, c'est cool, Jack. Plus sérieusement, l'ABS Kevlar diffère et convient mieux à certaines applications. Alors que l'ABS fibre de carbone peut être très rigide, mais aussi un peu cassant, sa version renforcée au Kevlar est un peu plus flexible et peut donc mieux résister au choc. J'ai aussi découvert qu'il est un peu moins abrasif que la fibre de carbone, aussi bien pour la buse que pour la peau. De plus, bien que moins efficace que la fibre de carbone, l'ajout de Kevlar rend l'ABS moins sujet au gauchissement et plus stable dimensionnellement. Et enfin, terminons sur une note amusante avec ce nouveau PETG Ultra Glow de Prucament. Je sais, il existe depuis des années de nombreux filaments phosphorescents sur le marché, mais aucun n'était assez lumineux pour remplir une fonction réelle, critique ou d'urgence. Mais celui-ci l'est. Non seulement c'est le filament le plus lumineux du marché, mais il peut continuer à briller même 6 ou 8 heures après avoir été exposé à la lumière. Idéal pour les panneaux de sortie, équipements de haute visibilité ou de sécurité, et plus encore. Et en tant que personne qui subit beaucoup de coupures de courant liées aux travaux ici au studio, je peux vraiment apprécier cela. Si vous appréciez tout le travail, la recherche et les tests d'impression qui ont été réalisés pour cette vidéo, alors n'oubliez pas de préchauffer les boutons s'abonner et j'aime. Et si vous aimez ce genre de vidéos, assurez-vous de regarder les autres vidéos de cette série en utilisant la playlist ici. Je crois qu'on en a déjà fait 5 ou 6 et ce sont toujours parmi nos meilleures vidéos. C'est tout pour cette semaine, mais je vous retrouve tous à la prochaine couche.